Bonsoir Daniel, bonsoir Dorian. Bonsoir à tous. J'étais connecté mais sans micro. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Gérard. Toi. bonsoir. On va attendre. Cédric normalement doit se connecter. Moi je l'ai toujours pas. Il y a déjà 19 personnes connectées. On va se laisser encore 3 ou 4 minutes. Regarde juste si j'ai pas de message par rapport à Cédric. Bonsoir président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Cédric, je ne sais pas quand souhaites-tu commencer? On a déjà 23 présents. Donc, soit on attend encore 2 minutes et on laisse les quelques arrivants se connecter, soit tu introduis tout de suite comme tu le souhaites. On attend 19h05. Une minute. Parfait. Parfait. Donc, juste pour les présents, le webinaire est enregistré, et c'est quand même la règle déontologique de l'annoncer, puisqu'on pourra s'en servir pour le diffuser en replay pour les personnes qui auraient eu un empêchement ce soir. On y va, Hervé? C'est bon? Allez, c'est parti. Peut-être. Bien. Alors, quelques mots d'introduction sur ce webinaire RAID spécifique à la pratique des raids. Déjà, vous saluer, vous remercier d'être présent. Je vois qu'il y a plusieurs présidents de ligue présents, donc messieurs les présidents de ligue, merci d'être parmi nous. Des référents RAID, des ligues régionales aussi, donc référentes et référents, merci également d'être présents. Alors, nous sommes ensemble pour ce webinaire qui s'intitule Partager les bonnes pratiques dans des ligues qui ont cours dans certaines ligues régionales. Moi, je ne vais pas être très très long et je vais redire des éléments que j'ai pu dire lors de l'Assemblée générale fédérale. Depuis 2017, la Fédération française de triathlon a la délégation des raids, délégation obtenue par le ministère. Cela fait 7 ans que nous avons cette activité en notre sein. Euh, je le redis, je considère que c'est une chance d'avoir une pratique supplémentaire au sein de notre fédération, qui, je le rappelle, est la fédération de triathlon et des disciplines enchaînées. Parce que c'est une possibilité d'une offre de pratique différente, qui vient enrichir l'expérience triathlon. On peut parler d'une expérience au sein de notre fédération avec sa diversité de pratiques. C'est aussi un potentiel de développement et on le verra avec les chiffres que Claire a pu nous préparer, notamment sur la pratique jeune. On verra une augmentation significative et, et un vivier qui existe notamment au sein du sport scolaire. Éléments que nous avons, si on refait un peu d'histoire, éléments que nous avons connus aussi dans notre fédération dans les années 2000, avec un réservoir jeune qui était beaucoup plus important à l'UNSS que dans notre fédération. Euh, et puis, c'est la possibilité pour les clubs de se diversifier dans ce qu'ils proposent, peut-être parfois pour échapper à la saturation des créneaux natation. C'est aussi une offre qui peut répondre à l'accueil d'un nouveau public. Pour autant, tout ça, c'est une chance. Pour autant, au bout de 7 ans, il est temps de faire quelques points, des points d'étape, et de se poser un petit peu pour regarder la trajectoire que nous prenons. Et lors d'un premier point d'étape, d'un bilan, on s'est aperçu que sur les organisations, il y avait encore beaucoup de disparités en fonction des territoires sur le nombre d'organisations affiliées à la Fédération française de triathlon. Voilà, donc pas mal de différences en fonction des territoires. Et nous nous sommes dit alors ça n'a pas valeur d'exemple parce que chaque territoire est évidemment différent, chaque région est évidemment différent, mais en partageant des expériences de 3 ligues régionales particulièrement, il était possible peut-être de repérer des choses intéressantes pour les autres ligues régionales. Voilà. Je terminerai là-dessus. L'enjeu, il est dans les années futures
d'avoir majoritairement des épreuves affiliées à la Fédération française de triathlon. Ça me paraît le sens logique des choses. Et on sait combien nos organisations sont précieuses dans le développement de notre fédération. Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin. Hervé, je te cède la parole si tu souhaites dire quelques petits mots. Merci, Président. Je vais pas être redondant. Tu as dit l'essentiel. C'est vrai qu'on avait fait cette proposition il y a déjà quelques mois de dire que on faisait le constat que la situation était très hétérogène en France, bien que cela fasse 7 ans qu'on est maintenant fusionné avec vous. Comme tu l'as dit, à la fois sur l'organisation, mais même d'une manière plus générale sur le développement, on a quand même une hétérogénéité assez importante sur l'ensemble du territoire. Et là-dessus, personnellement, moi, c'est un peu un constat d'échec à mon niveau sur la Commission nationale RED, puisqu'on s'était laissé les 2 mandats pour progresser. Et on s'était dit que cette soirée-là pouvait permettre de, encore une fois, tu l'as dit et bien dit, c'est pas valeur d'exemple, c'est surtout pas ça, il n'y a pas un modèle unique, mais au travers 3 exemples que vous allez voir qui sont très différents, peut-être amener des pistes de réflexion déjà dans un premier temps et des pistes de développement possibles sur certains axes choisis par vos pairs. Là, je parle pour les dirigeants de ligue et leurs administrateurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, parce que j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer avec vous tous, c'est de redire aussi que les raids, contrairement à ce que certains pensent, c'est une discipline qui n'est pas si jeune que ça, puisqu'elle a 35 ans, c'est né en 1989. Par contre, on a eu le gros défaut de progresser exclusivement auprès des adultes pendant pratiquement 25 ans. Et le développement sur les jeunes qu'a rappelé Cédric ne date quasiment que de la fusion avec vous, avec les moyens d'une fédération délégataire olympique et d'une cadre technique en la personne de Claire. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas dû développer par le passé. Donc, sur l'aspect développement jeune, développement des pratiques, développement général hors compétition adulte, on est très jeune, parce que c'est 7 ans, c'est la date de naissance, c'est quasiment la fusion avec la FF3. Et après, par contre, ce qui fait nos problématiques et parfois qui sont mal vécues par certains d'entre vous, c'est que une discipline qui a 35 ans a pris des habitudes, a un état d'esprit, a des façons de procéder qu'on voulait aussi garder parce que c'est notre ADN, c'est notre éthique. Et pour moi, le message important aussi que je voulais passer ce soir, c'est que ne croyez surtout pas qu'on est des vilains petits canards, qu'on les empêche de tourner en rond, qu'on veut faire des choses différemment. C'est juste qu'on souhaite préserver, et je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent, qu'on n'est pas du triathlon, on n'est pas du duathlon, on n'est pas de l'aquathlon, on n'est pas du swimrun, etc. Et que par contre, on a envie, et je crois qu'on l'a quand même prouvé depuis 7 ans, à la fois par mon mandat, mais par plein d'autres de mes collègues dans les échelons déconcentrés, qu'on a envie de travailler avec vous, de bien faire les choses avec la Fédé. On a essayé de se calquer le plus possible sur l'existant, en préservant certes notre état d'esprit et les problématiques qui nous sont spécifiques, comme le fait de progresser en orientation, qui n'a rien à voir avec le fait de progresser sur des circuits connus, identifiés de tous avant, avec des juges arbitres, et donc nos propres règles. Mais voilà, je crois que la finalité ce soir, c'est quand même de donner des pistes de développement pour ceux qui se sentent un peu démunis, qui se sentent isolés, qui ne se sentent pas suivis par la communauté des raiders localement. Et j'espère qu'au travers des 3 témoignages que vous aurez, vous verrez que quand même les raiders, quand il y a des choses qui sont faites en leur direction, qui sont prises en compte par les ligues régionales, ils ont plaisir à s'investir et ils font plein de choses pour l'intérêt général. Voilà mon propos introductif. Et puis, je vous propose effectivement de passer à la partie déjà état des lieux un petit peu préparé par Claire avec pas mal de chiffres, de données statistiques, mais ça vous permet aussi d'avoir un petit bilan. Et puis après, on passera aux 3 présentations des 3 représentants des ligues régionales. Merci Merci, Hervé. Hervé. Donc je vais passer la parole à Claire. Claire, 10 minutes, c'est bon? C'est jouable? Qu'on laisse du temps ensuite aux échanges? Il faudra m'arrêter si c'est pas fini. Je vais aller vite. L'idée, c'est d'avoir un petit aperçu de la tendance actuelle. Si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous veut des chiffres, de revenir sur certains chiffres, il ne faut pas qu'ils hésitent de me contacter ultérieurement. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit panel de chiffres qui retrace un peu l'évolution de l'activité. Enfin, D'accord. de chiffres et de cartes. Alors, la carte n'est pas très très juste, hein, parce que je me suis basée sur les clubs que je connaissais 100% raid. Or, maintenant, on a du mal à quantifier les clubs pratiquants du raid, ce qui est une bonne maladie. Ça veut dire que
qu'on infuse un peu partout dans les différents clubs. Donc, c'était juste pour illustrer, il y a quand même une forte pratique, on va dire, Aura, PACA, Occitanie et bas de la Nouvelle-Aquitaine, et peu de clubs affiliés, on va dire, sur la partie nord du pays, puis on a une grande diagonale du vide. Ça, c'est au niveau des clubs affiliés pratiquant le raid exclusivement. Il y en a d'autres qui pratiquent avec le tri, mais j'ai du mal à les identifier. Concernant le... Non, j'ai pas... Ouais. Concernant le nombre de pratiquants, en fait, ce qu'il faut retenir, alors, depuis 3 ans, on a, quand vous prenez votre licence, on a la différenciation. Est-ce que je pratique, est-ce que c'est ma première activité entraînement et compétition ou est-ce que c'est une activité plutôt ponctuelle? Donc, j'ai différencié avec les couleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est la forte proportion et de pratiquants compétiteurs chez les jeunes qui est vraiment en augmentation constante, et puis une augmentation un peu plus douce, mais aussi constante sur la pratique adulte en bas de l'écran. Donc ça, voilà, c'était des chiffres pas forcément faciles à avoir avant le questionnaire qui était demandé par la prise de licence avant 2002. Donc c'est des estimatifs avec le nombre de licenciés par club. Mais après 2002, ben voilà, c'est des chiffres un peu plus réels, peut-être un peu plus gonflés du coup. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, en 2024, 25% des licenciés pratiquent le RAID de façon euh, épisodique ou en primo-activité. Juste Le bon indicateur, oui, 2022, pas 2002, Claire. en 2024. Non, mais 2022, pas 2002. Ah oui, 2022, ouais, pardon. Le bon indicateur aussi, c'est depuis qu'on a mis en place les écoles de RAID, depuis 2019, on a un pourcentage d'augmentation énorme. On est passé de 4 à 17 en 4 ans. Donc, c'est aussi une proportion et on voit que le nombre de pratiquants jeunes est lié aussi à cette structuration de clubs accueillants jeunes qui deviennent labellisés 2 étoiles. Donc, on espère que ça continue. Et comme le disait Cédric, eh ben, le potentiel et la source est encore là, hein. Sur l'UNSS, en fait, c'est la 9e activité, tout sport confondu en AS, 7e en collège, 4e chez les filles. Donc ça, c'est aussi une donnée importante. C'est une discipline qui est très mixte. Et on a 71 000 jeunes qui pratiquent le RAID en AS. Donc je vous laisse imaginer si on peut en capter 10% en licenciés, ça peut faire déjà un joli chiffre. Euh, la chose, moi, que j'aime à dire, c'est que ça serait dommage qu'ils arrêtent carrément l'activité parce qu'en sortie de collège, parce qu'ils n'ont plus d'AS, parce qu'au lycée, il n'y a plus les sports de nature de proposer, bah, c'est un risque qu'ils arrêtent carrément l'activité parce qu'ils n'ont pas de relais en club. Donc, le travail de structuration initiale que j'ai mené depuis le début de la délégation, c'est essayer de mailler le territoire et essayer de rapprocher des sections avec des clubs. Il y a encore de quoi faire parce qu'il y a 2754 AS, alors pas section mais AS. Alors, il y en a qui sont plus fortes que d'autres, mais en tout cas, il y a encore pas mal de potentiel et les jeunes aiment vraiment cette activité. La petite carte sur le nombre d'organisations affiliées. On voit que par rapport aux pratiquants qui étaient beaucoup dans le sud-est et un peu dans le sud-ouest et très peu dans le nord du pays, là, finalement, proportionnellement par rapport aux clubs affiliés, on a beaucoup plus de manifestations affiliées dans le nord que au sud. On voit, alors j'ai essayé de différencier le nombre d'épreuves par rapport au nombre d'orgas. On voit un nombre d'organisations qui est à peu près affilié, je parle, hein, à peu près stable depuis 3 ans. Je pense qu'il y a un décalage sur ma légende, hein. 2024, c'est en bas, je pense. Par contre, il y a un nombre d'épreuves qui augmente. Donc, soit c'est parce qu'il y a plus d'épreuves dans le week-end, soit c'est parce que les organisateurs font plusieurs manifs durant l'année. Donc voilà, sur la géolocalisation, on voit clairement une différence entre licenciés et manifestations. Là, c'était un petit tableau que j'avais déjà présenté à Cédric par rapport à du déclaratif. Alors, j'ai que les 2 dernières années pour voir le nombre de raids affiliés par rapport au nombre de raids non affiliés. Donc, on a mes chiffres par rapport à la demande d'avis. Donc, c'est les dossiers qui passent dans les ligues. Et on voit qu'on a pas mal de ligues qui ont moins de la moitié des raids qui sont affiliés sur leur territoire. Donc, c'est la colonne de droite, les chiffres en orange, c'est moins de la moitié. Et tout ce qui est en orange sur la colonne du milieu, en fait, c'est des chiffres, on va dire, entre guillemets, négatifs. C'est soit que le nombre de raids non affiliés comme Aura qui passe de 7 à 20 augmente,
soit le nombre de raids affiliés diminue de 22 à 17. Donc on voit qu'on peut encore faire beaucoup mieux sur de comment attirer, on va dire, les raids à venir s'affilier chez nous et à mieux mailler le territoire. Et on a carrément certains centres de Val-de-Loire qui ont 14 raids sur leur territoire et qui en ont zéro affilié. Donc voilà, je pense qu'il y a des chiffres qu'on pourrait essayer de faire parler pour se dire voilà, comment on peut faire pour attirer ces organisateurs chez nous, pourquoi ils ne s'affilient pas à la Fédé Triathlon, à la Fédé Délégataire, et qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ceux qui sont affiliés. Alors, c'est pas pas- Alors j'ai essayé d'aller dans le détail, mais j'ai eu peu de réponses. C'est pas forcément des gens qui ont quitté la fédération, mais c'est du turnover des fois de raids, hein, les chiffres qui bougent. Juste un tout petit bilan rapide. Les championnats de France par adultes, on voit que ben, la proportion augmente d'année en année. Alors, ces chiffres-là en haut à gauche sont à prendre, à mesurer par rapport au. C'est le nombre d'équipes. Donc, cette année, c'était une équipe de 3. L'année dernière, c'était une équipe de 4. Avant, c'était une équipe de 2. Donc, les chiffres peuvent varier. On va voir la participation qui est assez stable depuis 3 ans, avec bon, les féminines qui ont un petit peu diminué cette année, mais qui sont quand même en tendance d'augmentation. Donc, c'est plutôt un bon indicateur. Voilà, on essaye aussi de mobiliser les féminines sur la pratique. Pareil chez les jeunes, on voit que ça ne cesse d'augmenter avec 3 grosses années. On a eu vraiment une grosse population de minimes en 2022 qui tend à devenir cadet et puis on espère junior. Un bon indicateur sur les juniors, parce que souvent c'est eux qu'on perd et qui arrêtent l'activité, ben finalement c'est en augmentation constante, plus léger que les 2 autres catégories, mais constante. Et puis on voit que c'est une pratique qui est vraiment mixte, hein. Le mixte plaît bien, les féminines sont aussi présentes et c'est à peu près 40% de nos compétitrices. Donc c'est une proportion assez forte dans notre pratique. Juste un petit focus parce qu'on a les ligues autour de la table, c'est le nombre d'anciens initiateurs ou BF2 formés. On voit qu'il y en a en tout depuis 7 ans, il y en a eu 53. L'année dernière, il y a eu 22 modules RAID passés au BF2. Voilà, il y a quelques ligues qui organisent systématiquement le module RAID et puis d'autres, c'est encore en phase de démarrage, j'ai envie de dire. Cette année, il y en a eu 3 En 2024, il y a 3 modules qui ont été organisés avec 16 candidats. Et il y a quand même 6 ligues qui ont demandé du PSF sur l'organisation du module RAID. Donc, ils devraient mettre en place le module RAID. J'ai envie de dire, c'est vraiment cette formation. Et on voit que la rénovation de la formation avec le BF2, on a de plus en plus de triathlètes qui viennent sur le module RAID pour se former, pour connaître l'activité. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Rapidement, pour faire un état des lieux, on a toujours des appels à projets qui aident des clubs avec une diminution parce que les critères étaient un peu plus serrés. Mais on a quand même pas mal de clubs, donc c'est axé sur les jeunes, hein, notamment la structuration des clubs pour l'accueil de jeunes sur l'activité du RAID. Donc on a eu pas mal de clubs aidés ces dernières années. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. Donc voilà, je suis allée très rapidement, c'est vraiment pour balayer un petit peu ce qui s'est fait ces dernières années sur la Fédé au niveau du RAID et la tendance générale. Merci Claire. Hervé, je te laisse dérouler la suite. Oui, merci, Président. Je propose peut-être une première intervention de la Ligue PACA, donc Gérard Roja, si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense, Hervé, que tu veux que je raconte un petit peu ce qu'on fait dans notre ligue pour le raid. C'est exactement ça. Alors, il y a des raiders autour de cette visio et que mes propos ne les choquent pas. Mais en 2017, j'étais un fervent opposant à ce que le raid rentre à la Fédération française de triathlon. Parce que j'estimais qu'on n'avait pas la même culture, et Hervé l'a rappelé. Mais une fois que j'étais contre que les raids sont rentrés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est une discipline à part entière de notre fédération, donc il faut s'en occuper. Et c'est ce qu'on a fait dans la Ligue Provençale Côte d'Azur.
Donc, s'en occuper, c'est-à-dire le développer. Et pour développer, il n'y a pas de secret. Il faut des hommes et des femmes et des moyens. Donc, nous, la Ligue, on avait les moyens, mais on n'avait pas ni les hommes ni les femmes. Donc, on a pu développer l'activité RAID et aujourd'hui, on fait des formations, on fait des stages pour les jeunes, des stages pour les adultes, on fait des championnats régionaux, on fait beaucoup de choses. Et la Ligue met à peu près un budget entre 15 et 20 000 euros par an pour la pratique RAID. Euh, Sauf que si on a les moyens financiers mais qu'on n'a pas les hommes, ça ne sert à rien. Et je dois dire que j'ai trouvé auprès des clubs identifiés RAID, puisqu'il faut les appeler tels quels, des personnes qui ont joué le jeu avec nous et qui ont joué le jeu. Et s'ils ne jouaient pas le jeu, il est évident que le RAID en Ligue provençale Côte d'Azur aurait été mort-né. Donc aujourd'hui, on a des clubs de RAID, je crois 5, je crois qu'ils sont, 4 ou 5, qui jouent le jeu avec nous, parce que nous, les triathlètes, on ne connaît pas le RAID. Comme les raiders ne connaissent pas le triathlon, nous, on ne connaît pas. Donc il nous fallait ces personnes-là. Ils se sont pris en charge dans la commission RAID et c'est eux qui ont développé le RAID. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les raiders qui ont développé leur discipline. Au début, ça a été un petit peu contraint, un petit peu dur parce que, en fait, la discipline, elle se développait entre eux, puisque le passage entre les triathlètes et les raiders, c'était compliqué. Et finalement, on a eu raison d'être persévérant parce que pour l'année 2023, ben, on voit de plus en plus de triathlètes venir participer à des raids et quelques jeunes venir participer à des stages. Donc, pour nous, le RAID, il ne faut pas se leurrer, hein, en termes de développement économique de la Ligue, on n'y est pas. Ce n'est pas le RAID qui amènera un développement économique de la Ligue. Aujourd'hui, la Ligue investit beaucoup plus que ce que le RAID rapporterait, si je ne parle qu'au niveau économique. Par contre, au niveau développement et maillage du territoire, là, c'est différent. Là, le RAID a toute sa place, au même titre que les autres disciplines. Et je crois que c'est le président, Cédric, qui disait que certains clubs pouvaient s'emparer de cette discipline pour proposer autre chose à leurs adhérents. Eh bien oui, nous, on a la chance d'avoir la Côte d'Azur, les gens peuvent nager, mais il y a des territoires où il n'y a pas la mer, notamment le Vaucluse, dans l'arrière-Vaucluse, notamment les Alpes. Et là, les clubs de RAID et le RAID se développent. Donc, en termes de développement, la Ligue PACA est ravie, et le président que je suis aussi, finalement, comme quoi, vous voyez, on peut être contre au départ et on peut changer d'avis après. Et on est ravis que le RAID ait intégré notre fédération. Par contre, j'y mettrai un petit bémol, là je m'adresse à notre président, c'est qu'il faut faire attention, ou alors il faut l'assumer, c'est pas grave, que le RAID ne devienne pas une fédération à l'intérieur de notre fédération. Hervé l'a dit, et je peux le rejoindre, il y a des spécificités qui s'appliquent au RAID et qui ne s'appliqueront qu'au RAID. C'est comme ça. On parle d'arbitres à l'intérieur des clubs. Aujourd'hui, on a trouvé une entente qui marche très bien chez nous. Ce sont les raiders qui étudient les dossiers, parce que nous, on ne sait pas faire. Ce sont les raiders qui étudient les dossiers d'épreuves, et ça marche très bien. Mais prenons garde que la pratique RAID ne devienne pas une pratique dans la fédération et uniquement dans la fédération. Voilà, que ce soit une fédération à l'intérieur. Il y a Christophe Legrand là, que je vois, il a vécu ça il y a quelques années, parce que c'est un ancien, avec le duathlon, si je ne me trompe pas. Donc, prenons garde à ça. Après, pour moi, le RAID aujourd'hui a une place à conquérir au sein de notre fédération auprès de nos licenciés. Voilà, ce n'est pas les licenciés qui vont aller au RAID, c'est le RAID qui va venir aux licenciés. C'est la politique qu'on essaye d'appliquer au sein de la Ligue PACA. Voilà Hervé, si j'ai oublié quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'Hervé, on l'invite, quand il est disponible évidemment, à toutes nos réunions de la commission RAID. Il y participe, il nous apporte son expérience et ça fonctionne très bien. Pas grâce qu'au président de la Ligue, mais surtout et essentiellement grâce aux raiders qui veulent aussi développer leur pratique. C'est eux qui le demandent et c'est nous qu'on regarde si on peut financer. Par exemple, un exemple, Hervé, après je me tairai. La première fois qu'on m'a demandé des doigts, vous imaginez quelle fut ma surprise des doigts. Bon, on m'a expliqué ce que c'était. Aujourd'hui, tous les ans maintenant, on fait fabriquer des cartes IOF. Ça coûte très cher, mais tous les ans, les raiders se réunissent, les clubs, il faudrait faire
Et nous faisons fabriquer les cartes IOF et puis ils se les passent entre eux. Et elles sont à disposition de tout le monde. Elles sont la propriété de la Ligue, mais elles sont à disposition de tout le monde. Voilà. Développer le raid, oui, mais avec les raiders. Sans ça, dans les ligues, je ne pense pas que ça se développe. Merci, Hervé. Merci beaucoup, Gérard. Je compléterai juste en disant que quand même, tu as pris le leadership en président toi-même, ce qui, encore une fois, n'est pas une obligation, mais tu as fait ce choix-là alors que tu n'avais pas forcément de connaissances, mais tu as eu un pilotage politique qui a fait que tu as amené ton poids de président, donc ça compte aussi beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'on demande à tous les présidents de ligue, hein, mais je cite ton exemple. Ça a quand même été essentiel et tu as dit dès le départ que tu en assumerais pas la présidence pendant des années, mais que tu Non. pour initier le démarrage, c'était un point. Puis peut-être s'il y a un point où j'aimerais bien que tu explicites aussi, je sais que vous avez quelques exemples réussis de clubs, je pense au Pontet, je pense à d'autres, où il y a des mixité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas des échanges qui commencent à se produire. Nous dire un peu ces expériences-là sur PACA, ce que tu constates toi sur le terrain. Oui, alors il y a mieux que ça. Il y a des clubs qui créent à l'intérieur maintenant des sections RAID quoi, pour que les gens se retrouvent dans cet esprit RAID. Et il y a des clubs comme Avignon-le-Pontet qui sont aussi sensibilisés à ça, notamment la partie Vaucluse, la partie nord Vaucluse, où les clubs jouent le jeu. Et je pense que dans nos clubs, il va y avoir des... Et c'est là où on discutait la dernière fois de l'héritage olympique, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je lui disais qu'on n'était pas capable d'accueillir les gens parce qu'on n'avait pas de piscine. Mais aujourd'hui, on est peut-être capable de leur proposer d'autres disciplines et le RAID en fait partie. Le RAID en fait partie. Ils viennent faire du triathlon, mais le RAID peut en faire partie. Et Avignon-le-Pontet, oui, avec Laurent Mornay, c'est quelque chose qui porte, mais le club de Aix le porte aussi. Le club du MTC a aussi envie de le porter. Et il y a beaucoup de clubs qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, depuis 2018, allez, on va parler à partir des fusions, des fusions des ligues. Depuis 2018, c'était dur de faire cohabiter les raiders et les triathlètes. Parce que chacun restait en triathlon et les autres restaient en raid. On a vu en 2023, et notamment avec le club d'Avignon-le-Pontet, que ça commence à se mixer. Nos triathlètes vont sur... Alors, vont sur les raids? Est-ce que ces triathlètes-là veulent retrouver ce qu'était l'original du triathlon, avec un peu plus de liberté que vous avez, vous, dans vos pratiques? Et nous, en triathlon, on l'a un peu moins, parce que d'année en année, ça s'est structuré. Juste un petit mot comme ça, faites attention à votre structuration pour les épreuves. Gardez un petit peu votre liberté. J'ai pu assister au championnat de France jeune. C'était quelque chose qui était très intéressant. Mais peut-être que des vieux comme moi, on a vécu le début du triathlon. Maintenant, c'est un petit peu aseptisé. Il en faut pour tout le monde. On peut en avoir pour tout le monde. Après, pourquoi j'ai présidé cette commission RAID? Parce que je ne connaissais pas les raiders. Je n'avais pas la connaissance, je ne les connaissais pas. Donc, j'ai créé une commission RAID. Je me suis mis président. Ça fait toujours bien sur le CV, président commission RAID. Et j'ai rassemblé les clubs de RAID. Il y en a un qui n'a pas suivi. Bon, c'est comme ça peut arriver, c'est pas bien grave. Mais tous les autres clubs ont suivi et on a réussi à le fédérer. Et ce que je peux te dire, Hervé, c'est qu'au prochain mandat, je ne serai pas président de la commission RAID. Voilà. C'est parce que je ne suis pas compétent là-dedans. Je suis compétent pour les accompagner. Après, ils ont prouvé qu'ils savaient faire, ils doivent le faire maintenant. Voilà, ils doivent faire. Nous, on met des projets, on met des budgets, on demande ce dont ils ont besoin. Si ça rentre dans les budgets, on exécute. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on le développera. Voilà. Merci pour ce témoignage passionnant. Merci beaucoup, Gérard. Je propose que Gaëta, tu prennes la suite, s'il te plaît, pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, oui. Alors moi, je ne suis pas la présidente de la Ligue, je suis vice-présidente. Et en fait, comment dire, j'ai une petite appétence pour les causes difficiles. Donc, dans un premier mandat, j'ai beaucoup œuvré sur la partie sport-santé. Et effectivement, sur le second, j'ai souhaité travailler sur le RAID, en sachant que moi, je ne suis pas une triathlète de la première heure. Ça fait qu'une dizaine d'années que je pratique. Et que j'ai un conjoint qui fait du raid. Donc, j'avais cette double appétence, on va dire ça comme ça,
en sachant que j'avais au départ jamais mis mes fesses sur un VTT et que j'ai fait de la course d'orientation à l'école quand j'étais petite, mais qu'on m'a qualifiée il y a peu de temps d'un niveau Benjamin, donc vraiment c'est proche de pas grand-chose, on va dire ça comme ça. Mais cependant, moi, depuis le début, en fait, j'ai été persuadée, à partir du moment où les raiders sont arrivés au sein de notre fédération, il y avait un truc à faire qui n'était pas concurrentiel et qui était au contraire plutôt avec un potentiel des deux côtés et qu'on pouvait se nourrir les uns des autres. Du coup, j'avais ce petit pari-là en tête que j'ai proposé à mon président quand on a démarré et avec lequel il m'a suivi. Et du coup, on a formé un espèce de binôme avec Julien Ranou, qui était le référent chez nous et qui était déjà référent national de mémoire, mais il en dirait plus que moi. En tout cas, qui était un vrai raider, je vais dire ça comme ça. Et moi, j'ai pris l'option je suis une triathlète, j'y connais rien. Je vais aller faire, je vais aller pratiquer et je vais rentrer dans le monde du raid pour pouvoir plus facilement faire ce pont entre le raid et le triathlon. Donc effectivement, une autre approche, pas une version j'écoute et je suis, mais une version comment ça se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui s'y fait et comment est-ce qu'on peut faire évoluer. Et effectivement, y compris en créant une commission et en écoutant les gens sur place, nous, on a pris le pari que c'était par les enfants qu'on allait faire évoluer les choses et que finalement, ce qui manquait effectivement aux raiders, c'était la transmission de leur activité et que nous, on pouvait apporter cet effet-là et cette capacité d'une fédération à pouvoir créer des écoles. Donc effectivement, il y a eu la première école qui sont les Princes Noirs. Et puis, moi, j'ai toujours prôné non pas des clubs de raid d'un côté et des clubs de triathlon de l'autre, mais d'utiliser la structure de nos écoles de triathlon, d'utiliser la structure de nos clubs de triathlon pour intégrer le raid à l'intérieur. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 2 nouvelles écoles de raid qui sont en fait des écoles de raid, mais pas que de raid, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que des écoles de disciplines enchaînées dans lesquelles on a des enfants qui passent de l'un à l'autre, ou qui font les deux, ou qui font que l'un, mais en tout cas avec une proposition mixte. Donc c'est vrai que c'est nous, sur notre approche, on est plutôt rentré sur l'idée que comme il n'y avait pas de concurrence, on pouvait, dans un même club, tout proposer et effectivement baisser certaines contraintes, y compris celles qui ont été évoquées déjà à plusieurs reprises, les difficultés parfois à accéder à des créneaux de natation, etc. Mais aussi à la possibilité de s'entraîner différemment et avec l'aspect qui, pour moi, aujourd'hui est la vraie différence d'un sport individuel d'un côté et d'un sport d'équipe de l'autre. Et c'est vrai que ça donne une chance pour moi vraiment incroyable dans notre fédération qui, à la base, finalement, faisait un sport individuel, c'est qu'aujourd'hui, on peut proposer les deux. Et on voit que quelqu'un qui peut être moins bon en individuel va pouvoir s'épanouir dans l'équipe et inversement, quelqu'un pour qui le travail en équipe est juste pas possible, bien il peut passer de l'autre côté. Donc voilà. Après, que dire de plus bien sûr, c'est la politique des petits pas. Je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne passeront jamais sur l'affiliation parce que c'est historique, parce qu'il y a une histoire derrière, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Pour autant, ils sont très sensibles à l'idée de transmettre, à l'idée que même si leurs épreuves phares ne deviennent pas affiliées, qui puissent ouvrir quelque chose pour des enfants parce que avoir un championnat c'est important et parce que transmettre c'est quelque chose qu'ils ont souvent
Et je reste vraiment très positive, je vais le dire comme ça, et très optimiste sur la capacité de développement qu'on a vu aussi suite, on va dire, au Covid et aux besoins de nature des gens. Alors moi, c'est là que j'ai appris à faire du VTT et découvert la pratique dans les forêts et dans les champs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un complément sur nos activités. Alors c'est vrai que moi, je ne sépare plus ces disciplines-là. Je pratique les deux aujourd'hui et je pense qu'elles ont vraiment quelque chose de complémentaire. Et que ben, on trouvera des gens qui vont en préférer une à l'autre, mais que l'un ne va pas contre l'autre, mais au contraire, que parfois, quand on n'en peut plus d'un côté, eh bien, on peut aller vers l'autre. Alors, moi, je mets un peu le côté très propre dans le triathlon, le côté individuel, le côté dépassement de soi, là où je mets l'aventure dans le raid, et puis bah, l'incertitude et l'équipe. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu cet aspect qu'est-ce que le raid vient faire dans le triathlon ou qu'est-ce que le triathlon vient faire dans le raid, parce que finalement, j'étais pas quelqu'un qui venait du triathlon depuis très longtemps et que j'y suis allée en découvrant une discipline et qu'aujourd'hui, je vois les deux comme des disciplines enchaînées qui font partie de ma fédération. Donc j'ai plutôt cette position-là. Voilà pour l'expérience Nouvelle-Aquitaine et je pourrais peut-être ajouter que les affiliations des épreuves arrivent petit à petit en sachant qu'aujourd'hui, bah, c'est plutôt par quelque chose du type on n'a pas grand-chose à vous apporter. Par contre, si vous voulez que le RAID se développe, il faut passer par nous parce qu'il faut qu'on se fédère pour derrière quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Gaëta. Peut-être deux, trois mots sur la gouvernance que Gérard en a un petit peu parlé, enfin, à la fois aussi des aspects, peut-être des quelques ordres de grandeur financier, je ne sais pas si tu les as en tête ou pas du tout, mais sinon, c'est pas grave. Mais au moins sur la gouvernance, est-ce qu'il y a plusieurs, enfin, comment fonctionne la commission? Est-ce que c'est sous ton pilotage? Enfin, les Ouais, deux, trois alors en éléments. fait, on est plutôt parti. La commission, elle a surtout permis de faire un état des lieux au départ, parce que c'était ça qui était essentiel. Et aujourd'hui, effectivement, elle est plus sur le suivi de nos clubs affiliés et surtout des écoles de raid, parce que c'est l'objectif principal, on ne va pas se le cacher. Et effectivement, on est autour de 10 000 € de financement annuel. Et en sachant que c'est vraiment c'est un pilotage selon les besoins. Donc effectivement, on a acheté des doigts électroniques, ça c'était le premier besoin, mais que derrière on reste à l'écoute et que l'objectif il est vraiment d'accompagner sur les dossiers, sur les demandes en fonction, avec un focus vraiment école. Voilà, clairement. Merci beaucoup. Je propose à Thomas pour les Hauts-de-France de conclure ces trois présentations. Merci Thomas. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ni raider, ni triathlète. Voilà, je suis arrivé dans le triathlon, mais depuis 2 ans, donc je suis président. Euh, je me, je me suis vite rendu compte que nos clubs de raid étaient des anciens, ce que disait un peu Hervé, des gens qui avaient connu le raid avant et en fait qui s'étaient absolument pas adaptés à la fusion. Et à tel point que j'avais un club qui n'avait mis par exemple que 4 licenciés dans la FF3, dans la ligue, alors qu'ils étaient bien plus nombreux. Euh, avec le bureau exécutif, Laurence, Christophe, et les autres, nous avons décidé de dire, bon voilà, ils font partie de la FF3, on va les intégrer à la FF3 en leur proposant quelque chose, et non pas en les laissant continuer à vivre leur vie de, je vais dire, d'anciens. Et en même temps, en parallèle, on avait des nouveaux clubs avec des jeunes, quand je dis des jeunes, je parle des présidents, euh, qui arrivaient et qui avaient vraiment envie de s'intégrer à la FF3. Donc on a demandé à notre directeur de ligue, Cyril, de nous proposer un plan RAID
de nous faire un plan RAID à la Ligue. Et je vais lui laisser la parole parce il l'a construit. Ça a été validé par les élus ensuite. Et vous allez voir ce qu'on a fait. Cyril, je te laisse la parole. Merci Thomas, je vais présenter ce petit plan de développement des raids qui a été une commande lors de l'année 2022, qui a été présenté en janvier 2023. Donc dans un premier temps, on a effectué un constat. Un petit peu comme Claire, on est allé rechercher le déclaratif au niveau de la prise de licence, aussi bien ce qui est déclaré par les licenciés que par les responsables de club. Et on s'est aperçu que quand on demande aux responsables de club, est-ce que vous pratiquez le raid dans votre club? Bah, la réponse est quasiment nulle, enfin en tout cas elle est faible, puisque seulement 9 clubs avaient déclaré que un triathlète de leur club ou plus pratiquait le raid. Et c'était des petits clubs, donc ça représentait vraiment une partie infime de nos licenciés. Par contre, quand on consulte les déclarations de nos licenciés, qui étaient 4007 à cette époque-là, on s'aperçoit qu'en fait 25% d'entre eux nous ont déclaré avoir pratiqué le raid de manière soit en compétition, soit occasionnelle. Et donc d'un seul coup, la réponse n'est plus du tout la même, la vision non plus de la pratique des triathlètes. Donc cette dichotomie est mise en relief, hein, entre finalement le président de club qui se sent pas concerné par la pratique raid, et puis bah, les triathlètes qui, eux, se sentent quand même finalement peut-être pas forcément des raideurs dans l'âme, mais en tout cas des pratiquants, ne serait-ce que occasionnels. Et on va dire, dans ce millier de licenciés pratiquants, on remarque que nous avons un quart de ces pratiquants sont des jeunes qui déclarent pratiquer, donc certainement via la case UNSS, hein, comme nous expliquait Claire tout à l'heure. Et on avait assez peu de manifestations, puisqu'on avait 8, pardon, 8 organisations de raids sur le territoire. Et quand on essaye de savoir combien on a finalement de participants sur ces compétitions, ben, c'est assez compliqué parce que les communications autour des raids sont pas forcément claires. Quand on arrive à voir les résultats, on n'arrive pas forcément à savoir combien ils sont dans les équipes, s'ils sont licenciés, s'ils sont pas licenciés. On a des noms d'équipes, on n'a pas des noms de personnes. Enfin, c'était assez anarchique. Donc, on a essayé de mettre en place quelque chose pour essayer de faire évoluer tout ça. Notre analyse, c'était de se dire que on avait finalement des forces en présence, puisque beaucoup de participants, beaucoup de personnes qui participaient au raid, pas forcément en compétition, mais qui en faisaient. C'est une pratique qui touchait les jeunes, donc c'était intéressant de ce côté-là également. Et puis, c'est une pratique loisir et ludique, et donc ça pouvait être un vecteur de développement qui nous intéressait. Après, on a identifié des faiblesses, hein. Il y avait très peu de clubs identifiés spécialistes RAID. Les représentants de clubs ne se sentent pas concernés. Euh, les, les, les résultats, les visibilités des raids sont assez délicates. Et à côté de ça, il y avait des opportunités. Il y a la pratique scolaire, il y a le sport de pleine nature, qui est le raid, qui est quelque chose qui va très bien, qui est en cohésion avec les valeurs de notre sport, le développement durable, etc. On a pensé qu'il y avait quand même beaucoup de pratiquants à fédérer qui n'étaient pas encore licenciés, et que donc il fallait prendre à bras le corps cette structuration. Euh, on a identifié certaines menaces également. On a vu, comme disait Claire, que ça, beaucoup, chez nous, alors tout à l'heure, il n'y avait pas autant de clubs référencés que ce qu'on pensait par rapport aux chiffres de Claire, mais nous, on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de raids qui étaient hors du giron fédéral et que c'était dommage. C'était souvent des raids qui existaient avant que la fédération prenne en main les raids. Et donc, on avait du mal
à ramener dans le giron fédéral les anciens raids qui existaient déjà. Il y a aussi un amalgame avec la CO qu'il fallait éviter entre la fédération de CO et la fédération FF3. Parfois, les pratiquants confondent un petit peu nos deux fédérations. Euh, et puis, euh, il y avait le problème des démarches administratives des organisateurs. Et on s'est dit que nous, on avait quand même mis en place des choses au niveau du triathlon, des contacts auprès des préfectures, et qu'on pouvait aider les organisateurs de raids, et ça pouvait être un levier pour les faire venir chez nous. Je vais essayer de synthétiser très rapidement ce qu'on a mis en place. Nous, on a pris l'axe de structurer les cadres. Et euh, comme le disait Gérard tout à l'heure, on est parti du principe que c'était les raiders il fallait avant tout que ce soit les raiders qui prennent en main le raid, parce que c'était eux les spécialistes. Nous, on n'avait pas forcément les connaissances requises pour s'occuper tout seul du raid. Donc, on a commencé au départ, on pensait créer une ETR RAID complètement, puis finalement on s'est dit mais non, il n'y a pas de raison. On a intégré les raiders à l'ETR et désormais on a deux, trois raiders qui font partie intégrante de l'ETR. J'ai vu qu'il y en avait un ici présent, Vincent Druel. Merci d'être présent. Et puis, à travers ces cadres ETR, on a essayé de former un maximum de cadres dirigeants, notamment à travers la formation BF2. Donc, on a mis un accent, nous, assez fort sur cette formation BF2. Donc, déjà dans le tronc commun, on, on- on parle, et ça fait partie des contenus, on parle du RAID et on fait une mise en pratique RAID déjà dans le tronc commun. Donc déjà, donc on essaye d'inculquer cette culture RAID à tous nos éducateurs qui après se retrouvent dans toutes les écoles de triathlon. C'est un système qui fonctionne très bien, hein, le FT, la labellisation d'écoles de triathlon. Passe par la formation de BF1, BF2, BF3. Donc on a essayé de reproduire ça. On a mis en place le module RAID en s'appuyant sur nos spécialistes RAID qui, eux, pouvaient passer on va dire, cette culture du RAID mieux que nous qui étions des spécialistes triathlon. Euh, et puis, c'est grâce à ce transfert, on va dire, de connaissances et de culture qu'on essaye d'inculquer le RAID donc dans les écoles. Et on a vu une école labellisée l'an dernier et on devrait en avoir trois cette année pour suivre l'évolution que nous a montré Claire tout à l'heure. Euh, Ensuite, le deuxième axe qu'on a pris, c'est accompagner les manifestations sportives, les organisateurs de raids. C'est un axe qu'on a toujours eu, nous, à la Ligue depuis de nombreuses années, qui est de se dire, bah, les organisateurs d'épreuves, hein, comme en triathlon, ce sont nos vecteurs de développement, puisque c'est notre vitrine, c'est l'appel d'offres, quelque part, qui permet à tous les pratiquants de faire un premier pas et puis ensuite éventuellement de se licencier dans les clubs. Donc là, on a fait comme en triathlon, on met à disposition du matériel, ce qu'on fait déjà en triathlon. Donc on s'est proposé d'acheter du matériel, hein, comme on a pu entendre tout à l'heure en PACA, des doigts, ça peut être du matériel spécifique, de l'aide au chronométrage ou des choses comme ça. On est en train de financer et effectivement aussi également de la construction de cartes spécifiques de CO voilà, pour essayer d'accompagner les organisateurs. L'autre vecteur d'accompagnement, c'est aussi les démarches administratives, parce que euh, si les démarches en triathlon sont pas évidentes, les démarches et les autorisations en raid multisport sont encore beaucoup plus difficiles à obtenir, puisque les circuits sont pas clairement identifiés, il y a beaucoup d'appréhension au niveau des préfectures chez nous. Et donc, nous, on a Christophe, notre élu responsable du calendrier, qui a des bonnes relations dans les préfectures. Et ça, c'est un soutien indéniable pour les petits organisateurs ou les gros, hein, qui ont des soucis avec les services de l'État. Nous, on essaie de les accompagner au mieux
de ce côté-là. On essaye d'être personne ressource également pour les nouveaux organisateurs, essayer de les conseiller un peu comme des délégués techniques régionaux pour les accompagner dans l'organisation technique. Et puis le dernier axe qu'on a mis en place, c'est attirer les nouveaux pratiquants en identifiant les clubs qui sont raides, donc autour de la communication, avec tous les vecteurs de communication qu'on peut avoir à la Ligue, hein, avec les réseaux sociaux, etc. La labellisation des écoles de raid qu'on accompagne fortement, notamment à travers cette formation DBF. Et puis, on promouvoit également la pratique en organisant un stage ouvert à tous. Et c'est un stage raid sur 2 jours qu'on couple avec la formation. C'est-à-dire que au début, on a fait ça parce qu'on n'était pas sûr de le remplir, ce stage. Donc, on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups parce que c'est quand même beaucoup de préparation pour mettre en place des courses d'orientation, etc., des circuits. Donc, on a couplé et le côté pratique et des raiders en formation et les interventions pratiques avec un stage qui est ouvert à tous. Donc, on a d'un côté des encadrants en formation et de l'autre côté des pratiquants qui viennent découvrir en même temps. Et l'année dernière, notre stage raid, à notre grand étonnement, a fait le plein. Et donc, ça a bien marché. Et donc, on réitère la démarche cette année. Voilà, vite fait, ce qu'on a mis en place en Hauts-de-France pour développer les raids. Merci Cyril. Je voudrais ajouter que cette année, alors par rapport à ce qu'avait dit Claire tout à l'heure, on était à 5 raids affiliés l'année dernière et là, on en est à 14. Voilà. Donc, on a même un codep qui va récompenser, qui va faire un championnat départemental raid. Voilà. On fait partie de ceux qui ont fait des demandes à ANS. Voilà, Hervé. Merci Cyril et Thomas, c'était très intéressant, comme les 2 témoignages précédents. Je ne sais pas si Laurence de Jaeger et Loïc Montré, en tant que vice-président concernés par ces pratiques-là, veulent intervenir avant les questions-réponses. Vous avez carte blanche, bien sûr. Non, bonjour à tous. Non, mais Hervé, je m'excuse, je suis arrivée un petit peu en retard. Donc, je suis arrivée au moment de l'intervention de Gérard. C'était très intéressant et on va laisser répondre plutôt aux questions. Merci beaucoup. Mauvais élève également, comme Laurence. M'excuse. Pas de souci. Eh bien, c'est le jeu des questions-réponses. Vous avez la parole. Moi, j'ai peut-être une question en fait, pour ceux qui ont mis, les régions qui ont mis un challenge, notamment jeune régional, sur les différentes disciplines. Donc triathlon, duathlon, aquathlon, et je sais qu'il y a le raid aussi. Est-ce qu'on peut avoir un retour voilà, de la fréquentation? Est-ce que tous les gamins vont sur toutes les disciplines ou est-ce qu'il y a un parent pauvre ou est-ce que du coup ça donne des idées à certains? Je sais pas si... Je sais que ça se fait dans certaines régions, je sais pas si les Ouais. régions où ça se fait sont présentes. Je, je me permets, Claire, de reprendre la parole. Nous avons intégré dans le challenge adulte et le challenge jeune, justement, pour que les clubs découvrent le raid, on a intégré un raid dans chaque challenge. On a également un championnat régional raid jeune et on organise, alors ceux qui sont champions et ceux qui sont qualifiés pour les championnats de France, on organise ce qu'on appelle un stage de regroupement plutôt compétitif qui sont destinés à ces gamins. Et après, on organise un deuxième stage qui est ouvert à tout le monde. Là, voilà. On ouvre un petit peu à tout le monde dans ces stages-là. S'il y avait, je ne sais pas si Eric Agostinelli est là, il porte aussi pas mal de thèmes sur la commission. Mais oui, nous, on essaie de faire. En fait, le fait d'avoir inclus une épreuve raid dans notre challenge, parce que chaque club dans le challenge, c'est pas basé que sur la performance, c'est basé aussi sur le nombre, sur le volume de concurrents. Donc, ça permet à certains, alors c'est un petit peu compliqué parce que quand il y a des équipes de plusieurs clubs,
ça met un petit peu le bordel dans le classement, quoi. Mais bon, ça, après, on s'y adapte. On s'y adapte. Mais oui, et notamment, Hervé le disait au début, le club d'Avignon, s'ils remportent le challenge, c'est parce qu'ils ont participé au raid. Voilà, parce que si les clubs, les autres, ils vont pas, ils marquent pas moins de points, les autres en marquent. Donc, petit à petit, on amène ces triathlètes à participer au raid. Après, ils en feront ce qu'ils veulent, ils iront ou pas en faire d'autres. Mais le but, pour nous, c'est de faire connaître la pratique. Parce que si on ne la fait pas connaître, si on n'a pas un levier pour la faire connaître, c'est difficile à ce que les triathlètes y viennent. Voilà, c'est difficile. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Peu de raiders viennent faire du triathlon. Voilà, c'est comme ça. On va essayer de faire dans ce sens et quand on aura stabilisé, on essaiera de faire l'autre sens. Voilà. Prenons le temps, surtout n'imposons pas, on propose et puis après on verra ce qui s'y passera. Merci beaucoup. Nous, on n'a pas encore intégré de challenge. Pour l'instant, les Hauts-de-France n'ont pas encore un challenge raid. Il y a les championnats régionaux, bien sûr, et quelques codeps qui commencent à donner des récompenses. Ouais, c'est parce que notre challenge n'est que individuel et on avait fait le choix de ne pas intégrer tout ce qui était par équipe euh, au challenge. Vous avez peut-être eu raison parce que c'est compliqué après. Je vous le dis. C'est compliqué. Et nous, les épreuves à challenge, on a un chronométreur qui est labellisé pour nos épreuves à challenge. Alors pour les raids, c'est un petit peu différent parce que le chronométrage, des fois, ça fluctue un petit peu. Mais si un raid a besoin d'un chronométreur, le chronométreur est pris en charge par la Ligue. Voilà. En fait, sur toutes nos épreuves à label, on dépassera le cadre du raid là, mais on ne donne pas d'argent aux organisateurs, mais on leur baisse leur charge. Donc ça fait que finalement, on a un problème de riche, c'est qu'on a plus de candidats que d'épreuves, et à la fin, on ne se fait pas que des amis. C'est comme ça, parce qu'il faut choisir. Et les raids, ce qu'il y a d'intéressant avec les raids, c'est que c'est eux, entre eux, notamment en commission, qui se disent ben, l'année dernière tu l'as eu, cette année c'est à toi. Voilà. Il y a une discussion entre les organisateurs, euh, pas pour avoir moi je le veux, moi je le veux. Non, non, c'est tu l'as eu, ben, cette année c'est toi, l'année prochaine ça sera moi. Franchement, on leur donne les clés et ils se débrouillent pour choisir les épreuves à la belle. Alors là-dessus, on n'a pas de problème. Merci. Des questions, des réactions, même de... Ce soir, on avait choisi volontairement trois témoignages, vous l'avez vu, très différents dans leur gouvernance, leur approche, même s'il y a des complémentarités. Mais bien sûr qu'il y a d'autres bons exemples partout en France, mais ça aurait été trop fastidieux. Mais si certains dirigeants de ligue Par contre, veulent compléter sur des expériences très réussies sur leur territoire, c'est évidemment le moment de le faire savoir. par contre, Hervé, enfin, je ne sais pas ce que le président pense, mais il serait peut-être intéressant de. La partie des témoignages, je vois que ça a été enregistré, je pense, la vidéo là, Oui, c'est de la diffuser peut-être, parce que je vois qu'il y a quand même certains présidents de ligue, dont notamment des endroits où la pratique raid est faible. Enfin, je parle en tout cas pour ma ligue. Euh, Ils ne sont pas présents. Ça serait peut-être intéressant de leur renvoyer ces témoignages pour qu'ils prennent un peu le pouls et l'expérience de ce qui se fait ailleurs, puisqu'ils sont pas là ouais. ce soir, je vois. C'est un Il y en a peu quelques-uns qui sont l'objectif pas là. de l'enregistrement, je te le confirme, Loïc, de dire que ceux qui n'ont Et ouais, pas pu ouais, assister parce pour que la j'ai raison reçu des évidente. messages, je sais pas s'ils avaient tous compris que c'était, parce que j'ai eu un message de mon président, il me dit, mais nous, on n'a pas de raid chez nous. Mais oui, je dis, mais justement, c'était l'objectif de la soirée. On a essayé de communiquer dans ce sens, mais on n'a peut-être pas été Oui. bon. Non, Mais non, je te mais après, confirme non, non, mais l'enregistrement. je pense pas que ça vienne forcément de nous, hein. Je pense que Hein. c'est une interprétation. Mais, Mais voilà, c'est intéressant de faire ça, je pense, de partager aux autres présidents de ligue. Tout à fait. mais Eric, tu as tout à fait raison parce que si sur cette vision, on est tous convaincus qu'il faut développer le RAID, il faudrait partager notre vision pour ceux qui ne sont pas convaincus. Voilà. Et à mes amis présidents de ligue, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains, euh, s'il n'y a pas si les raiders et les instances dirigeantes de la ligue, dès le départ, ne s'accordent pas, ça ne marchera pas. Il faut bien se mettre ça en tête. Et pourtant, euh, là, je vais parler sous l'autorité de mon président, mais dans le projet fédéral, il y a une partie de développement de la pratique et des pratiques. Les présidents de ligue, et là, je le dis sans faire ombrage à personne, mais les présidents de ligue, avant tout, on est là pour décliner le plan
fédéral au niveau régional. Après, on y amène nos petites actions, il n'y a pas de problème. Mais on devrait tous aller dans le même sens, développer les écoles de triathlon, les écoles de raid, tout ce qui est dans le projet fédéral 2022, je crois, oui, 2022, qui changera le 12 décembre et qui sera encore abondé par notre président. Mais, euh, mais il faut que nos présidents, s'ils sont pas convaincus qu'il faut développer tel et tel, parce que moi, vous me parlez de RAID, mais demain, je vous parle de swimrun. Aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent, comme pour le RAID, me contacter. J'ai un club qui vient et qui me dit, nous, on est un club de swimrun, on s'affilie, pas de souci, on est un club de swimrun. Moi, j'ai dit, j'ai été sympa, pour le même tarif, je vous mets tout. Le triathlon, le duathlon, je vous mets tout. Mais c'est un club de swimrun. Voilà, c'est un club. Et qu'est-ce qu'on fait avec le swimrun? On n'a pas de délégation, mais il va falloir le développer un jour ou l'autre. La différence entre le raid et le swimrun, c'est que le raid, quand il est rentré, il était structuré. Le swimrun n'est pas structuré. Il y a des mouvements qui existent, mais il n'y a pas de fédération telle qu'elle était le raid avant 2017. Donc là aussi, on a la responsabilité en tant que dirigeant de fédération et de ligue de s'approprier ces thématiques et de les faire développer. Si on ne fait développer que le triathlon, ben on est content, on est triathlète et on le reste. Mais ce n'est pas ma vision du monde associatif et des disciplines enchaînées. Voilà. Alors, si je peux me permettre, mon président n'est pas là ce soir, je suis Monsieur Dieudé de la Ligue des Pays de la Loire. Alors moi, nous, on est à l'opposé de ce que tu viens de dire, à savoir que nous, le swimrun est plutôt structuré. On organise des randos swimrun de découverte. On a beaucoup de swimrun sur notre secteur. Enfin voilà quoi. Alors que le raid, en fait, il se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'on a un ou deux clubs, je crois, référencés sur la ligue. Et encore, dans les deux clubs, il y en a un que je connais, parce que ma femme est licenciée dans ce club. Ils sont quatre adhérents ou cinq adhérents, je crois. Et ces cinq adhérents, ils font essentiellement des formats IAR. Donc, c'est pas du tout les formats qu'on peut retrouver par chez nous. Et nous, le raid, c'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens. Parce qu'en fait, on n'est que deux salariés sur la ligue. Donc, on peut pas tout faire, sachant que l'autre salarié, il est essentiellement enfin, il était en tout cas dédié au cran et qui s'en va à la FF3. Donc là, on est en phase de recrutement. Donc, pour l'an prochain, je pense que le développement des raids, ça sera certainement pas la priorité. Après, je parle à la place de mon président. Et peut-être qu'il sera pas forcément du même avis, mais voilà où on en est, quoi. Juste pour rebondir, quand je parle de structuration, les organisateurs chez nous de swimrun, ils sont structurés. Quand je parle de structuration, c'est que le RAID, quand il est arrivé, il y avait une fédération, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, qui existait. Aujourd'hui, le swimrun, il n'y a rien. Il y a des mouvements de swimrun, la Swimrun France, etc., des clubs qui se fédèrent entre eux, mais il n'y a pas une fédération telle que l'était le RAID. C'est pour ça, c'est juste ça. Pour les salariés, moi, je le mets à l'aise. J'ai plusieurs commissions et il y a un salarié qui est dédié à chaque commission. Mais pour le RAID, donc il est là, le salarié, il aide allez, aux problèmes administratifs. Mais avant tout, ce sont les raiders qui font tous les dossiers techniques, parce que nous, on n'est pas compétents, on ne connaît pas. Ce sont les raiders qui les étudient. Certains, quand ils veulent participer, c'est clair qu'ils s'y collent. Mais avant qu'on structure ça, c'est la fédération qui faisait tous les dossiers. Donc, depuis qu'on a structuré, ça se fait maintenant. Ah, je laisse la parole parce que Daniel a levé la main. Ouais, Daniel. Oui, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de l'ensemble du pôle développement. Et je voulais rebondir à la fois sous les propos de Gilles et de Gérard. Je pense que ce qu'il faut retenir de nos échanges, de vos échanges, c'est qu'en fait, pour que les raids se développent, il faut que la Ligue ouvre la porte, ce qu'a fait Gérard, ce qu'a fait Thomas, et que les raiders rentrent. C'est-à-dire que, comme l'a dit Gérard, il n'y a que les raiders qui pourront venir expliquer le raid. Donc, il y a un pas à faire des deux côtés. C'est-à-dire que la Ligue doit mettre en place le fait d'accueillir les raids, et après, les raiders doivent prendre leur place au sein de la Ligue. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent aux réunions de la Ligue, qu'ils s'impliquent. Voilà. Donc, sa réponse, ce n'est pas une question, comme le disait Gérard, de salariés. C'est une question de participation humaine. Alors après, il peut y avoir, comme l'a fait Cyril,
un état des lieux un peu plus complet qui peut être fait. Mais l'objectif est simplement celui-ci, c'est d'ouvrir la porte en créant une commission, en créant des challenges, en l'invitant à l'ETR. Vous avez eu plein de solutions proposées. Et la deuxième partie, c'est dans le camp des raiders, c'est que le raider, il doit venir aux réunions de la Ligue euh, et être présent et force de proposition. Thomas, Oui, je tiens à préciser que depuis ce plan RAID, j'ai parlé d'un club qui jouait pas le jeu au début. Ce club est totalement revenu dans le giron Ligue et donc fédéral. À dire, on a licencié tout le monde, on a envie d'utiliser le matériel, la remorque, des choses comme ça en fait, hein. Euh, le plan RAID a été vraiment très bénéfique pour tout le monde. Je ne sais pas, je veux pas me lancer des fleurs, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'est de structurer, de leur montrer qu'on est avec eux et de pas dire, un peu comme avant, ah, il y a les raiders et il y a les triathlètes. C'était un peu ça quand je suis arrivé. Voilà, je voulais conclure moi là-dessus. merci. Gaëta, juste avant, je rebondis quelques minutes, puis après, je pense qu'on donnera bientôt la parole à Cédric pour conclure. Juste en rebond, hein, de ce qu'a dit Daniel, je voudrais surtout pas stigmatiser des zones où il n'y a pas ou peu d'activité RAID, parce que souvent c'était historique, c'est-à-dire que si je reprends les Pays de la Loire, il y a quasiment jamais eu d'activité avant la structuration pendant une quinzaine d'années. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire ce soir, c'est pour dire que, et Claire l'a bien montré, il y a un potentiel d'AS qui est absolument considérable, et que justement, s'il n'y a eu aucune pratique adulte pendant des années et années, c'est pas pour ça que rien ne se fait, parce qu'en AS national, que ce soit en UNSS, et on a tendance à l'oublier un petit peu aussi en UXL, c'est-à-dire l'équivalent du privé qui est aussi très développé en RAID, il y a vraiment un potentiel formidable, et c'est là où, sur le vivier de développement, si vous en avez la volonté politique au niveau des ligues, qu'avec le concours des profs de PS publics et privés, il y a des choses à faire en structuration avec vos ETR, avec un début de commission, même si ça ne s'appelle pas commission. Voilà, c'est sur les idées que vous avez pu entendre ce soir, je pense qu'il y a aussi ça à retenir. Gaïta, et après Julien. C'était presque ça que j'allais dire. En fait, c'est super. En fait, j'allais dire que effectivement, nous, en se centrant vraiment sur les jeunes et la suite, effectivement, on a vu des gens revenir vers nous parce que bah, c'est intéressant de faire le pont avec les besoins des jeunes qui demandent à faire du RAID et qui demandent à créer des sections RAID. Et au lieu enfin, quand on se dit, bah oui, mais il n'y a pas de pratique, j'ai envie de dire, c'est presque là, on a quand même décrit les difficultés de départ hein, qui sont réelles. Et au final, quand on a une page blanche, je vais le dire comme ça, je suis totalement d'accord avec toi, c'est presque plus facile parce que au final, il y a plein de choses communes, c'est-à-dire que les enfants, ils démarrent avec des VTT, faire de la course d'orientation, bah, ils en font tous dans les écoles aujourd'hui. Et effectivement, c'est presque des facilités d'ouverture et de développement. Donc, j'avais envie d'être positif aussi avec les personnes qui se disent, mais nous, on n'a pas de RAID. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un potentiel, il y a une possibilité de le faire, mais il ne faut pas se dire qu'on a tout à écrire et tout à construire, en fait. Il y a vraiment des points communs. Et c'est sur ces points communs-là, en fait, que, alors moi, j'ai un peu insisté, mais de se dire que quand on a une école de triathlon, mener une école de raid, c'est très complémentaire et il n'y a pas grand-chose à mettre en œuvre pour pouvoir faire les deux. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, nous, on voit les lycéens et les juniors qui sont pratiquement tous capables, après une formation, de monter eux-mêmes des écoles. Et je pense qu'on a vraiment un axe de développement formidable sur les jeunes. Et en fait, c'est vrai que Claire a mis en avant la pratique junior. Et là-dessus, moi, je fais le pont avec mon penchant sur le sport santé. Euh, sur les aspects juniors, on a une grande perte de triathlètes, en fait, sur ces âges-là. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'ils perdurent dans l'activité physique et dans la pratique. Donc voilà, ces ponts-là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, quoi. Voilà, je rends la parole. 100% d'accord, merci. Julien, et puis après Guillaume. Alors,
moi, je vais juste vous dire, parce que j'ai la double un peu casquette et à la fois FF3 euh, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi une grosse casquette au sein de l'UNSS. Et en fait, le territoire des raiders en UNSS, il est dans toute la France. On arrive des championnats de France où il y avait toutes les académies qui sont représentées. Donc, il y a des potentiels raiders partout sur le territoire français et outre-mer. On en est persuadé parce qu'on les a en UNSS. Donc, voilà. Et donc, après, et je rejoins un peu ce qui a été dit ce soir, il faut trouver les raiders qui vont avoir envie de faire bouger les choses dans leur ligue. Voilà. C'est très, très important. Ce qu'a dit Girard, c'est complètement vrai. Euh, à partir du moment où le raider il va se sentir accompagné par sa ligue, ben, il va s'investir à 100%, à 200%, et ça, je ne suis pas très très inquiet là-dessus. Euh, donc il faut trouver effectivement ces personnes-là parce que ben, la demande existe, ça c'est certain, sur le territoire, et on a bien vu qu'il y avait quand même une diagonale un peu vide, et pour autant, ces académies-là, enfin ces régions-là, le Grand Est et ainsi de suite, sont bien présents sur les championnats de France scolaire. Ça veut donc dire qu'il y a une pratique. Voilà. Il faut juste qu'on arrive ensemble à trouver qui sont ces personnes qui pourraient aider au développement dans ces ligues-là. Mais, le territoire est bien maillé, en tout cas en termes de pratique raid. Voilà. Ouais. D'ailleurs, juste un Merci. petit parallèle vite fait, après, excusez-moi, la diagonale vide, donc la partie vide, justement, bah, c'était il y avait le championnat de France UXL, hein, je sais pas, vous êtes peut-être pas au courant, mais le triathlon, il y a 15 jours, et toute la diagonale vide, en fait, il y avait des clubs, pas des AS UXL qui étaient présentes au championnat national, parce que ça s'appelle pas encore un championnat de France UXL, à La Ferté-Macé. C'était 8 jours avant le championnat UNSS. Eh Et ben, ce c'est fameux sûr. championnat national, en fait, il a été créé en Pays de la Loire, parce qu'on essaie de développer aussi le triathlon. On développe peut-être pas beaucoup le raid pour le moment. Mais en tout cas, il vient de chez nous, puis on essaie de l'étendre un petit peu. C'était une interrégion, parce qu'il y avait quelques AS des Hauts-de-France d'ailleurs. Mais toute la diagonale où il n'y a pas trop de raids, bah, en tout cas, on développe aussi quand même la partie scolaire, mais par le triathlon pour le moment. Ben, c'est une bonne Merci. chose. Guillaume, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci pour cette initiative, Guillaume, donc du RAID Absolu en Occitanie. Et j'avais une petite question pour Thomas et pour les Hauts-de-France, savoir combien vous savez flécher d'euros pour le développement du RAID dans votre ligue. Je ne l'ai pas comme ça. Je l'ai pas sorti, mais Cyril, est-ce que tu es capable de répondre comme ça? Ouais, je dirais un peu plus que 10 000 euros, parce que avec les demandes ANS, on a budgétisé quand même des cartes, des doigts, la formation, on est, je pense, au-delà des 10 000 euros. Voilà. Sans compter les maillots de champions régionaux, tout ça, hein, parce que ça, on peut le compter aussi dedans. Oui. Ça a aussi il y en a beaucoup. Ouais, Merci. merci. Je vais peut-être vous proposer de conclure. Ça fait 1 heure et quart de webinaire, donc c'est un format encore confortable. Président, est-ce que, ou les vice-présidents concernés, si vous voulez réagir bien sûr avant la conclusion de Cédric, vous avez la parole. On va laisser le chef conclure. Ouais, j'allais dire, le chef, il va conclure. C'est très bien. Merci. Merci. Moi, j'ai trouvé très intéressant les différents témoignages parce que, encore une fois, et Hervé l'a dit, euh, ça dépasse le cas simplement d'exemple. Ça, c'est véritablement, on peut prendre appui sur ces différentes expériences et mêler différents leviers qui ont été trouvés dans ces trois témoignages. Voilà. Ce que je retiens, hein, c'est que la question du développement et de la structuration, elle part d'abord par une impulsion, une volonté politique. Euh, il y a effectivement la question des moyens, vous en avez parlé, la structuration, de la formation, de l'animation du territoire. Mais elle est avant tout portée par une impulsion politique. Euh, la définition d'un projet, le fait d'animer une vie associative autour de cette pratique des raids. Donc, je retiens aussi que nécessairement pour une prochaine Olympiade, il faudra aussi se remettre autour de la table pour
avec les raiders, parce que j'ai aussi entendu cette dimension-là. Il ne faut pas faire sans, il faut faire avec pour co-construire une nouvelle étape de développement sur une prochaine Olympiade. Parce que, je le répète, hein, je suis persuadé que c'est une richesse, un véritable enrichissement pour notre fédération en termes d'ouverture de pratiques, d'expériences différentes au sein de notre fédération. Et puis le potentiel de développement, nous l'avons, nous le connaissons. Et, euh, et les liens avec le monde scolaire sont évidemment à beaucoup plus développés. Voilà. Merci pour votre présence. Merci Hervé pour avoir impulsé cette organisation. Et puis, euh, et puis, je vous dis à bientôt. Ce que l'on va faire, c'est que ce webinaire qui a été enregistré, on va le diffuser dans l'ensemble des ligues régionales et auprès des référents RAID qui existent dans ces ligues régionales. Voilà. Merci Hervé. Merci. Merci à vous toutes et tous. Très Merci bonne à soirée. tous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Merci, au Bonsoir. revoir. Ouais.